25 000 € que j'avais économisés avec tant de mal pour la chirurgie cardiaque de mon père avaient disparu. Pas en attente. Disparu. Mon téléphone a vibré contre ma paume. Un SMS de ma sœur Léa a éclairé l'écran. Papa va bien avec ses médicaments pour l'instant. J'ai besoin de cette retraite exclusive aux Maldives pour mes partenariats de marque. Tu es célibataire. Prends juste quelques gardes de nuit supplémentaires. Ne sois pas dramatique. L'odeur de l'eau de Javel forte de ma garde de 14 heures aux urgences collait encore à ma blouse. Mon estomac s'est noué en une boule dure et froide. J'ai jeté mon téléphone sur le siège passager, j'ai passé la première et je me suis dirigée directement vers la maison de mes parents. Je m'appelle Chloé. J'ai 32 ans, et depuis 5 ans, toute mon existence n'a été qu'un flou de garde de 12 heures aux urgences, de café froid et d'économie de chaque centime. Ce fonds médical était la bouée de sauvetage de mon père. Mais Léa ne se souciait pas des bouées de sauvetage. Son monde était un mensonge soigneusement orchestré. Pour ses abonnés, elle était une influenceuse bien-être à haute fréquence. Pour moi, elle était un parasite se noyant dans 35 000 € de dettes de carte de crédit secrète. Cette retraite exclusive aux Maldives était une tentative désespérée d'obtenir un parrainage de luxe. Si elle manquait ce vol, son empire en carton s'effondrerait et son mari Benoît réaliserait enfin qu'elle les avait ruinés. J'ai poussé la porte d'entrée de mes parents. Le salon sentait les bougies à la vanille coûteuse. Léa était affalée sur le canapé en velours, faisant défiler nonchalamment les surclassements de vol en première classe. Benoît était assis à côté d'elle, sirotant une bière artisanale. Mes parents étaient assis juste en face d'eux, buvant du thé comme si c'était un mardi matin normal. Mon père a refusé de croiser mon regard. Il a fixé le tapis et a marmonné qu'il avait donné le mot de passe à Léa. Il prétendait qu'elle avait besoin de capital pour sa marque. Ma mère a posé sa tasse de thé avec un tintement sec. Ta sœur est mentalement fragile en ce moment, Chloé. Elle a aboyé. Considère cela comme une avance sur le fait de t'occuper de nous. Tu n'as pas d'hypothèque et pas d'enfant. Arrête d'être si égoïste. L'air dans la pièce est devenu si rare que mes poumons brûlaient. Pendant des années, j'ai renoncé aux vacances, aux relations et au sommeil pour maintenir cette famille à flot. Ils me regardaient et ne voyaient rien d'autre qu'un compte bancaire ambulant. J'ai avalé l'acide brûlant dans ma gorge. J'ai forcé les muscles de mon visage à se détendre. J'ai courbé mes lèvres en un sourire lisse et exercé. Tu as raison, maman, ai-je dit calmement. J'ai tourné mon attention vers Léa. Les virements internationaux peuvent être compliqués. Laisse-moi t'aider à finaliser cela. Le salon VIP de la banque sentait le cuir poli et l'espresso. Léa était assise en face de moi. Son talon de créateur tapait un rythme frénétique contre le sol en marbre. Elle a vérifié sa montre en or pour la 3e fois en 10 minutes. Son vol pour les Maldives était dans 48 heures. Elle avait besoin que cet argent soit débloqué. Son désespoir étouffait la pièce. J'ai fait glisser une eau glacée sur la table en verre vers elle. J'ai gardé ma voix parfaitement plate. Les 25 000 ont déclenché un blocage anti-blanchiment. Les virements internationaux de plus de 10 000 € nécessitent une autorisation secondaire. Le département des fraudes vient d'envoyer par email à papa un lien de signature électronique sécurisé pour libérer les fonds. Léa a levé les yeux au ciel. Ses ongles manucurés tambourinaient contre le verre. Elle a attrapé son téléphone dans son sac à main. Elle avait déjà enregistré le mot de passe de l'email de notre père. Elle le faisait toujours. C'est ridicule. A-t-elle marmonné, tapotant l'écran agressivement. Je vais juste signer pour lui maintenant. Il sait à peine comment ouvrir un email de toute façon. Je me suis adossée au canapé. J'ai pris une lente gorgée de mon eau. Le réseau cellulaire ici est terrible, ai-je dit nonchalamment. Connecte-toi au Wi-Fi public de la banque. Il charge beaucoup plus vite. Elle a gardé les yeux rivés sur son écran. Elle a rejoint le réseau, a ouvert le lien bancaire fédéral et a tracé paresseusement le nom de notre père sur son écran. Terminé, a-t-elle soupiré, jetant le téléphone sur la table. Maintenant, pouvons-nous s'il vous plaît terminer cela ?
J'ai aussi un essayage de valise. Elle m'a souri. Elle pensait avoir déjoué le système. Elle pensait être intouchable. Elle a oublié que je trie les urgences critiques pour gagner ma vie. Je sais exactement comment documenter une crise. En se connectant au réseau sécurisé de la banque et en utilisant son appareil personnel, elle a remis au gouvernement son adresse IP exacte et l'identifiant de son appareil. Cette simple signature numérique n'était pas une faveur familiale. C'était une preuve irréfutable et indéniable de fraude bancaire et d'usurpation d'identité. J'ai souri en retour. Le piège était verrouillé. Léa s'est penchée en arrière et a croisé les jambes. Elle a pris sa coupe de champagne gratuite. Benoît a levé son verre pour trinquer contre le sien. Ils célébraient déjà leur évasion de luxe, portant un toast à un avenir acheté avec ma sueur. La porte s'est ouverte brusquement. Ce n'était pas le concierge apportant leur itinéraire confirmé. 3 hommes en costume sombre sont entrés dans la pièce. Le directeur de la banque les suivait de près, le visage complètement décoloré. L'agent principal a contourné la table en verre et a marché droit vers le canapé. « Léa ?» a-t-il demandé. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Léa a baissé son champagne. Le sourire suffisant et intouchable a glissé de son visage. « Oui. Qui êtes-vous ? » ? Police judiciaire. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude bancaire et usurpation d'identité. Le verre a glissé des doigts de Léa. Il s'est brisé contre le sol, pulvérisant du champagne sur ses chaussures de créateur. Elle a reculé contre les coussins. Sa respiration est devenue rapide et paniquée. La sueur a perlé instantanément sur son front. Le sang s'est retiré de ses joues, laissant sa peau d'un blanc crayeux maladif. « Attendez, non » a-t-elle bégayé. Sa voix s'est brisée en un gémissement aigu. C'est un malentendu. C'est le compte de mon père. Je suis autorisée. Nous avons l'empreinte numérique de la transmission falsifiée depuis votre appareil personnel, a déclaré le deuxième agent. Il a sorti une paire de menottes en acier de sa ceinture. Levez-vous, s'il vous plaît. Benoît a sauté du canapé. Il ne s'est pas interposé devant sa femme. Il n'a pas demandé d'avocat. Il a reculé, pressant sa colonne vertébrale contre le mur du fond. Il a levé les mains en signe de reddition immédiate, ses yeux écarquillés par la lâcheté. Il regardait Léa comme si elle était une étrangère tenant une grenade dégoupillée. Les agents ont saisi ses bras et l'ont forcé à se lever. Les menottes métalliques se sont refermées autour de ses poignets. Le clic mécanique net a coupé le silence. Elle a croisé mon regard. Une terreur pure et sans mélange m'a répondu. La grande influenceuse bien-être s'est effondrée juste devant moi. Elle avait passé des années à confondre la capacité de voler l'argent des autres avec une réelle supériorité personnelle. Elle croyait vraiment que ses vêtements chers et ses retraites de luxe la rendaient meilleure, plus intelligente et plus précieuse que le reste d'entre nous. Mais le pouvoir construit sur une limite de crédit volé n'est qu'une illusion. Enlevez les 25 000 €, enlevez l'accès frauduleux, et l'illusion vole complètement en éclats. Il ne restait plus d'énergie à haute fréquence. Il n'y avait pas de gourou éclairé, dépouillé du portefeuille de mon père. Léa n'était rien de plus qu'un parasite désespéré et pathétique faisant face à une peine de prison ferme. « Chloé, dis-leur » a-t-elle hurlé, se débattant contre la prise des agents alors qu'ils la traînaient vers le hall. « Dis-leur que c'est de l'argent familial. » J'ai ramassé mon eau glacée. J'ai pris une gorgée lente et délibérée. Les liens familiaux ne rendent pas la fraude bancaire légale, Léa. Mes parents ont mis leur maison de 3 chambres en garantie pour payer sa caution. Ils ont hypothéqué tout leur avenir pour sauver une criminelle. 48 heures plus tard, mon badge d'hôpital a clignoté en rouge à l'entrée du personnel. Il a cessé de scanner. 2 agents de sécurité m'ont escorté jusqu'à un bureau des ressources humaines stérile et sans fenêtre. Le directeur a fait glisser une feuille de papier sur le bureau. Quelqu'un avait déposé un signalement anonyme à l'ordre des infirmiers. L'accusation était une condamnation à mort pour ma carrière, vol de fentanyl aux urgences. Cette réclamation spécifique a déclenché un audit automatique obligatoire de la machine de distribution des médicaments.
J'ai été suspendue immédiatement, dépouillée de mes titres de compétence, et raccompagnée vers les portes d'entrée comme une voleuse. Léa voulait me briser. Elle voulait que je ressente exactement la même panique impuissante qu'elle avait ressentie quand ses menottes s'étaient refermées. Elle m'avait brisé il y a des années quand j'étais une enfant naïve mendiant l'amour d'une famille. Aujourd'hui, c'est moi qui tiens le marteau. Je roulais sur l'autoroute quand l'écran Bluetooth de ma voiture s'est éclairé. Le numéro de Léa. J'ai appuyé sur accepter. Sa voix a inondé l'habitacle, dégoulinante de triomphe arrogant. Comment s'est passée la journée au travail, Chloé? Oh, attends. Tu n'as plus de travail. J'ai gardé mes mains parfaitement immobiles sur le volant en cuir. Au-dessus de mon rétroviseur, ma caméra de tableau de bord a émis un bip doux. Le petit voyant d'enregistrement rouge clignotait régulièrement. Abandonne les charges fédérales immédiatement, a-t-elle ricané, le venin clair dans sa voix. Ou je m'assurerai que l'ordre des infirmiers révoque définitivement ta licence. Je leur dirai que tu en vendais dans la rue. Dans ma région, enregistrer secrètement un appel téléphonique est un crime. Mais si vous annoncez l'enregistrement et que l'autre personne continue de parler, cela devient un consentement légalement admissible. J'ai parlé lentement et clairement dans le microphone. Je conduis, Léa. Ma caméra embarquée enregistre activement cet audio. Arrête de me menacer. Le silence a plané sur la ligne pendant exactement 2 secondes. Puis son narcissisme pur et non filtré a pris le dessus. Elle pensait détenir tout le pouvoir. Je m'en fiche de qui l'entend. A-t-elle hurlé, sa voix résonnant sur mon pare-brise. Tu as ruiné ma vie pour un stupide fonds médical. Tu abandonnes les poursuites où je détruis toute ta carrière. Tu n'es rien sans cet hôpital. J'ai souri, un sourire froid et silencieux. Merci, Léa, ai-je dit. J'ai appuyé sur l'écran et j'ai mis fin à l'appel. Elle pensait orchestrer ma chute. Au lieu de cela, elle venait de remettre au procureur de la République une confession parfaite et juridiquement contraignante pour intimidation de témoins. Je me suis garé directement devant le bureau du procureur. La petite clé USB argentée reposait dans la paume de ma main, portant le poids exact de l'arrogance de ma sœur. Je suis entrée et je l'ai remise au greffier. 72 heures plus tard, le procureur a officiellement ajouté une accusation d'intimidation de témoin à l'acte d'accusation de Léa. Les retombées ont été instantanées. Benoît n'est pas resté aux côtés de sa femme bien-aimée. À la seconde même où le nouveau crime a été rendu public, sa lâcheté a pris le volant. Mon téléphone s'est éclairé d'un seul message texte pathétique de sa part. Je demande le divorce. Ne m'entraîne pas là-dedans. Les voisins l'ont regardé jeter ses clubs de golf coûteux dans le coffre de sa voiture et s'enfuir à toute allure, laissant Léa pourrir dans une cellule de prison de district. Mes parents ne pouvaient pas la sauver non plus. Le gouvernement a saisi les 25 000 € volés comme preuve criminelle active. Sans ces fonds pour payer les agents de cautionnement agressifs, l'agence a entamé une procédure de saisie sur la maison de 3 chambres de mes parents. Ils ont misé leur seul sanctuaire pour protéger un parasite, et la maison gagne toujours. Le mardi matin, mon téléphone a sonné. La directrice des ressources humaines de l'hôpital a parlé avec une douceur sucrée et exercée. Elle a présenté des excuses profondes pour la suspension, confirmant que l'audit des médicaments avait complètement blanchi mon nom. Elle a même fait miroiter une promotion lucrative au poste d'infirmière coordinatrice, s'attendant à ce que je rampe de gratitude. Je l'ai laissé terminer son script d'entreprise. Je ne travaille pas pour des institutions qui remettent en question mon intégrité, ai-je déclaré. J'ai raccroché le téléphone. Le vendredi après-midi, mon appartement était complètement vide. J'ai signé un contrat d'infirmière intérimaire de luxe à 3 régions de là. Je me suis assise sur le siège conducteur de ma voiture pleine à craquer et j'ai ouvert ma liste de contacts. J'ai sélectionné le nom de mon père et j'ai cliqué sur bloquer. J'ai sélectionné le nom de ma mère et j'ai cliqué sur bloquer. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager, j'ai passé la première et je me suis engagée sur l'autoroute. Pas de culpabilité, pas d'excuses, juste le bourdonnement du moteur et la route ouverte. Le marteau a frappé le lourd bloc de bois, et le son a résonné dans la salle d'audience.
Le juge a condamné Léa à 6 ans de prison ferme avec une possibilité de libération conditionnelle après 4 ans. Le tribunal a également ordonné une restitution de 40 000 €, couvrant le fonds médical volé et les amendes pénales. Le divorce de Benoît a été finalisé un mois plus tard, laissant Léa complètement isolée. De retour dans ma ville natale, les retombées ont été absolues. Le groupe paroissial local, les voisins et le personnel de l'hôpital ont découvert la fraude bancaire et le faux signalement de vol de médicaments. Mes parents ont essayé de se montrer à l'office du dimanche, mais la congrégation leur a pratiquement tourné le dos. La banque a saisi leur maison de 3 chambres juste avant Noël. Le faux empire du bien-être que Léa avait construit s'est effondré en poussière. 7 mois après le procès, une épaisse enveloppe est arrivée à mon nouvel appartement dans les Alpes. L'adresse de l'expéditeur appartenait à un centre pénitentiaire départemental. Léa avait écrit 9 pages. J'ai vu les premières lignes à travers le papier translucide. Elle prétendait qu'elle était toujours ma sœur, qu'elle avait tout fait pour la famille et que je lui devais le pardon. Il y a 1 an, une lettre comme celle-là m'aurait empêché de dormir pendant des jours, me tordant l'estomac dans des nœuds de culpabilité. Maintenant, je ne ressentais absolument rien. J'ai porté l'enveloppe non ouverte à mon bureau et je l'ai passée directement dans le destructeur de documents. Le bruit de rotation mécanique était incroyablement satisfaisant. Je suis sortie sur mon balcon. L'air de la montagne était frais et pur. Mon amie Sarah est sortie, me tendant une tasse de café chaud. Nous organisions un petit dîner pour mes nouveaux collègues et voisins. Pour la première fois de ma vie, j'étais entourée d'une famille choisie. C'étaient des gens qui respectaient mes limites, qui prenaient des nouvelles de ma journée et qui n'attendaient jamais que je finance leur délire. Le chaos de mon passé me semblait être à une vie d'ici. Quand on grandit dans un environnement toxique, les agresseurs utilisent le concept de famille comme une cage. Ils vous assignent le rôle du fort ou du responsable. Ils vous conditionnent à croire que votre seule valeur est ce que vous pouvez leur apporter. Mais se libérer m'a appris 3 règles vitales pour la survie. Premièrement, le sang ne fait pas de vous une famille, la loyauté inébranlable et le respect mutuel le font. Les accidents biologiques ne vous obligent pas à endurer des abus. Deuxièmement, un vrai narcissique ne connaîtra jamais d'éveil soudain et ne s'excusera jamais. Ils ne s'arrêteront jamais de prendre tant que vous ne construirez pas un mur de béton et ne forcerez pas leurs mains avec des limites juridiques intransigeantes. Troisièmement, et c'est le plus important, la paix ultime se trouve quand on arrête enfin d'essayer de sauver des gens qui vous maintiennent activement la tête sous l'eau. Je m'appelle Chloé et je suis enfin libre. Alors, laissez-moi vous poser une question. Quelle part de votre propre vie êtes-vous en train de brûler juste pour garder une lignée toxique au chaud? Combien de larmes avez-vous versé pour des gens qui ne vous considèrent que comme une ressource? Si votre sacrifice n'achète que leur sentiment d'impunité, il est peut-être temps de faire vos valises et de partir. Vous méritez de guérir. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Ouah! Respirez un grand coup. Je sais exactement ce que vous êtes en train de crier devant votre écran en ce moment. Vous êtes assis là à vous dire, mais pourquoi diable Chloé est-elle allée chez ses parents au lieu d'appeler la police dès qu'elle a vu 0 € sur son compte? Pourquoi a-t-elle souri et accepté d'aider la sœur qui venait de la dépouiller? Il est si facile de juger quand on regarde de l'extérieur. Mais analysons la psychologie de ce qui s'est réellement passé ici. Chloé n'était pas stupide et elle n'était pas faible. Elle était piégée dans ce que les psychologues appellent l'effet machine à sous, également connu sous le nom de renforcement intermittent. Réfléchissez-y. Si une machine à sous prenait simplement votre argent et ne payait jamais, vous partiriez après 5 minutes. Mais les familles toxiques ne fonctionnent pas comme ça. De temps en temps, elles vous donnent une miette d'approbation, un compliment rare, un faux sourire, un moment éphémère où vous vous sentez comme la bonne fille qui a enfin sa place. Ce minuscule paiement vous pousse à continuer de tirer le levier année après année, sacrifiant votre propre vie, vos propres économies et votre propre santé mentale, dans l'espoir du jackpot d'un amour authentique qui ne viendra jamais. Mais Chloé a enfin arrêté de tirer le levier. Elle s'est réveillée et elle a exécuté une véritable leçon magistrale d'autodéfense financière. Regardons les tactiques intelligentes qu'elle a utilisées pour que vous puissiez vous protéger si jamais vous faites face à ce cauchemar. Premièrement, la stratégie de l'audit.
Les escrocs, surtout ceux avec qui vous partagez votre ADN, détestent les détails. Ils comptent sur la culpabilité et le chaos émotionnel pour obtenir ce qu'ils veulent. Léa pensait qu'elle avait droit à ses 25 000 € à cause du privilège familial. Chloé n'a pas argumenté émotionnellement. Elle a utilisé le système bancaire comme une arme en guidant Léa pour qu'elle utilise le Wi-Fi public et signe elle-même le document fédéral. Chloé a piégé sa sœur dans une trace d'audit numérique. La leçon ici est simple, quand l'argent est en jeu, arrêtez de crier et commencez à documenter. Laissez les adresses IP et les journaux de transactions parler. Deuxièmement, la construction du dossier. Quand Léa a appelé pour la faire chanter, Chloé n'a pas hurlé en retour. Elle a déclaré clairement qu'elle enregistrait l'appel, remplissant instantanément les conditions de consentement légal. Elle a laissé l'arrogance de Léa construire elle-même un dossier d'intimidation de témoins. N'interrompez jamais un agresseur quand il vous remet les preuves. Enfin, le rachat. Chloé est partie et elle n'a pas regardé en arrière. Parfois, le prix d'entrée pour une vie paisible est de quitter entièrement un système toxique. Elle a investi dans sa propre liberté en faisant ses bagages et en déménageant plutôt que de rester pour mener une guerre sans fin avec des gens déterminés à ne pas la comprendre. Voici le verdict final. Le sang fait peut-être de vous des parents, mais il ne donne à personne un laissez-passer gratuit pour vider votre compte bancaire et votre âme. L'abus financier reste un abus, même s'il se produit en plein milieu du salon de vos parents. Si vous êtes le distributeur automatique désigné pour une famille de parasites, il est temps de fermer définitivement la banque. Selon vous, quel est le moment précis où Chloé a eu raison de ne plus donner de chance à sa famille, et avez-vous déjà dû couper les ponts avec quelqu'un pour protéger votre propre santé mentale ? Dites-le moi dans les commentaires.